Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme Samuel et je suis ravie là, de donner cette conférence plutôt séance d'information sur les EAE, les espèces aquatiques exotiques envahissantes. Je vais utiliser là, l'acronyme EAE assez souvent, c'est plus rapide à dire. Et bien, ça me fait vraiment plaisir de participer à cette belle initiative. Je vais tout de suite aller au plan de ma présentation. Alors, je vais commencer par présenter brièvement le craie laurentide ainsi que moi-même. Je vais ensuite présenter l'enjeu des EAE. Je vais faire un détour là, sur la santé des lacs au sens large, expliquer quelques concepts là, pour que tous aient une bonne compréhension de tous les enjeux. Je vais vous présenter ensuite quelques espèces exotiques envahissantes, là, comment les identifier et les différencier des espèces indigènes. Ensuite, vous présenter les méthodes de prévention et finir par des outils et des ressources. Alors, le CRE Laurentide, le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1995 là, par des groupes communautaires et environnementaux, dont plusieurs associations de lacs. L'organisme se spécialise, entre autres, dans la santé des lacs de la région. Puis pourquoi les lacs? Eh bien, dès là, sa création, en fait, la santé des lacs, c'était un enjeu qui était vécu. Ça tenait à cœur là, des citoyens, puis ça a été un dossier, c'est le dossier là, qui nous occupe beaucoup au Creux. Mais on travaille pas seulement sur ce dossier-là, on a aussi des projets là, en changement climatique, en mobilité durable, concernant aussi la gestion des matières résiduelles et l'éco-responsabilité. Les membres du CRE, c'est majoritairement des associations de lacs. Il y a aussi certaines municipalités et villes. Pour finir, on a un regroupement national, le RNCRQ, qui renforce là, le réseau des creux. En fait, il y a 17 creux, si je me trompe pas, à travers la région. Et cet organisme-là, à part, nous regroupe, si on veut, renforce le réseau de tous les creux. Euh, La RN va aussi développer des partenariats stratégiques et permet là, à la position des creux d'être reconnue par les décideurs. Pour me présenter un petit peu plus, je suis rentrée là, en 2019 au Creux Laurentide dans le cadre du projet de lutte contre le myriophile AIPI. Alors, ça fait depuis 2019 là, que je baigne dans le sujet des espèces exotiques envahissantes. Euh, j'ai pu là, participer à plusieurs projets. Là, j'ai pu voir aussi des dizaines de lacs, vraiment un super temps passé au Creux. Depuis 2022, je suis chargée de projet et mes dossiers principaux là, ont été entre autres la coordination du soutien technique des lacs, qui est un projet là, d'accompagnement des municipalités et des associations de lacs qui a lieu à chaque été, et le Forum national sur les lacs là, de 2023. Bon, j'ai assez parlé de moi. Maintenant, je vais embarquer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les EAE. Pour la définition, c'est quoi une EAE? Eh bien, c'est une espèce animale ou végétale là, qui a été introduite à l'extérieur de son aire de répartition naturelle. Et puis, dans le fond, à cause qu'elle n'est pas dans son milieu naturel, elle va avoir plusieurs avantages là, qui vont lui permettre de devenir envahissante, notamment le fait d'avoir là, aucun prédateur ou parasite. Pourquoi on s'en préoccupe? En fait, elles ont plusieurs impacts négatifs. Si on pense à nous, comment elles peuvent nous affecter, les impacts là, peuvent être au niveau des usages, de la navigation, de la baignade, etc. Ça peut être négatif pour le récréotourisme, mais aussi là, ces espèces-là vont avoir un impact négatif sur la biodiversité, sur l'équilibre de l'écosystème. Ça pourrait affecter, par exemple, là, les chaînes alimentaires dans un lac, euh, prendre la place d'espèces qui sont plus sensibles, etc. Alors, on veut pas que ces espèces soient introduites dans nos lacs. Pour faire une situation là, ben,
Comment ça se passe, les EAE au Québec? Eh bien, il y a quand même plus de 40 espèces qui sont présentes dans la province. Là, je parle autant d'espèces animales que végétales. Mais bon, l'introduction de certaines de ces espèces-là date des années 40. Alors, ça date pas d'hier qu'il y a des EAE au Québec. Si on prend l'exemple du Myriophile aipi, cette espèce est présente dans plus de 200 plans d'eau au Québec. Puis, comme vous le voyez sur la carte ici, ça va là, vraiment de l'Abitibi à la côte nord, là, puis jusqu'aux lignes américaines. Donc, l'espèce est bien répartie sur le territoire. Euh, Tout ça, cette situation-là, ça peut être très inquiétant. Mais je vous dirais là, que si vous êtes inquiet, vous n'êtes pas les seuls à ressentir ça. De plus en plus, là, la population est sensibilisée à la question. Puis les différents intervenants là, vont mettre plusieurs actions en place depuis plusieurs années pour contrer là, ce problème-là. Je vous donne des exemples. Alors, pour les ministères vont financer des projets comme celui dans lequel je suis entrée au creux là, de lutte contre le mérifile IP. Le ministère de l'Environnement a aussi développé là, des protocoles comme celui, il y a un protocole du réseau de surveillance volontaire des lacs qui permet de faire la détection des plantes aquatiques et exotiques envahissantes dans un plan d'eau. Et le ministère de l'Environnement a aussi développé une plateforme qui est Sentinelle. Sentinelle, c'est un site qui regroupe l'information sur les différentes espèces. Puis, il y a une carte aussi là, de la répartition de l'espèce à travers la province. Là. C'est de là, en fait, que j'ai pris ma carte de la diapo précédente. Pour ce qui est des MRC, villes, municipalités, elles peuvent aussi là, financer des projets comme le soutien technique des lacs, par exemple, qui est notre programme estival. Elle pourrait là, agir au niveau de la réglementation, des stations de lavage, de l'affichage pour faire de la sensibilisation, par exemple. Ensuite, les organismes environnementaux comme les OBV, les organismes de bassin versant et les CRE vont réaliser des projets là, de toutes sortes, autant de concertation, sensibilisation, caractérisation en lien avec les EAE, comme la conférence que je suis en train de donner en ce moment. Pour ce qui est du ARN de notre groupement, je place seulement un mot là, pour dire qu'en date de 2025, le ARN s'est vu attribuer plusieurs millions de dollars qui va être distribué dans chaque creux afin de réaliser un projet de concertation sur les EE, les espèces exotiques envahissantes à l'échelle là, du territoire de chaque creux. Puis, les creux vont devoir aussi développer une stratégie de lutte contre ces espèces-là. Alors ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On est très heureux de ça. Puis enfin, pour ce qui est des associations de lacs, on peut penser que ce sont vraiment les premiers intervenants en soi. C'est les yeux sur le terrain pour venir détecter la présence d'espèces exotiques envahissantes. Aussi, quelque chose qui est très important de comprendre, qui est un peu difficile à expliquer, je vais essayer de faire de mon mieux, c'est que chaque espèce et chaque écosystème sont différents. J'aime bien dire là, que les lacs, bien, c'est comme les corps humains. Un corps humain, c'est extrêmement complexe, hein. On va chez le médecin, puis bon, il va avoir plusieurs questions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a, comment on peut aller mieux. Donc, les lacs, là, je vous dirais, c'est très semblable. Il y a vraiment un écosystème, plein de choses qui sont interreliées. Puis, d'avoir là, une meilleure compréhension d'un lac, de sa morphométrie, son niveau d'eutrophisation, etc., bien, ça va nous permettre de mieux comprendre, prévoir et intervenir s'il y a l'introduction d'une EAE. Puis, même chose pour les différentes espèces aussi. Chaque espèce a vraiment sa biologie, puis sa propre façon de coloniser les milieux. Donc, ça aussi, c'est important de prendre en compte tout ça. Je vous donne un exemple avec le Myriaphile aipi. L'introduction de cette espèce-là dans un lac veut pas toujours dire prolifération massive. En effet, là, il y a certaines conditions qui vont favoriser cette croissance, dont là, la profondeur du lac.
Les lacs qui sont peu profonds, souvent, vont avoir une plus grande superficie colonisable par les plantes, pardon, juste par le fait que la lumière va jusqu'au fond. Et ça rend le milieu vraiment propice. Aussi, l'espèce va préférer des sédiments qui sont riches en éléments nutritifs. J'y reviens tantôt pour ce que ça veut dire. Et des sédiments fins. Donc, versus un sol rocheux, le myriophile à éperis préfère des sols plus de sable, d'argile, etc. Et enfin, là, on sait que les eaux plus basiques ou avec une conductivité élevée sont favorables là, à son développement. Donc, tout ça pour dire que quand on voit son lac se situe où dans ces critères-là, bien, on est plus capable de prévoir comment l'espèce va se propager dans le lac. Ça s'applique aussi aux différentes solutions et aux actions à prendre. On va agir en fonction des spécificités de l'écosystème, puis en fonction de l'espèce aussi en question. Voilà pour cette parenthèse. Je rentre dans une autre parenthèse au niveau de la santé des lacs et en fait des différentes menaces. Alors, je vous dirais la principale menace à la santé des lacs, c'est l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est un processus de vieillissement qui normalement est naturel puis se déroule sur des milliers d'années. Mais avec l'impact des activités humaines, ce processus-là va être accéléré. C'est entre autres là, l'apport de nutriments, les fameux nutriments que je vous parlais tantôt. Quand je parle de nutriments, c'est du phosphore, de l'azote. Ce sont des éléments qui sont limités dans le milieu naturel, mais avec les activités humaines, ça crée un plus grand apport et ça va créer là, justement une prolifération d'algues, de plantes aquatiques en trop grosse quantité, etc. L'anthropisation du milieu va pas aider ce processus-là. Ici, on parle là, de l'impact du déboisement autour des lacs, des installations septiques, par exemple, des selles de voirie. Tout ça, c'est des éléments là, qui vont avoir un impact. Et enfin, pour ce qui est des usages, donc, bien sûr, on a l'introduction des espèces exotiques envahissantes avec les embarcations, mais pas que. Il y a aussi les nuisances pour la faune, les impacts là, des embarcations à moteur sur l'érosion des berges, par exemple, etc. Donc, pour mettre fin à ma parenthèse, ça se voulait seulement être un complément à la situation des EAE. Hein, il n'y a pas que les EAE qui sont importants. Ils s'insèrent dans une liste de choses dont il faut faire attention. Pour vous montrer là, comment c'est important d'avoir un point de vue d'ensemble, si on veut réaliser là, du contrôle d'une espèce exotique dans un lac, il faut obtenir là, des autorisations gouvernementales. Puis ces autorisations-là, euh, pour les obtenir, ben, il faut démontrer quels sont les efforts qui sont déployés pour la santé du lac. Il faut être conscient là, que tout ça est relié et, euh, et voilà. Maintenant, pour l'identification des espèces. Je vais présenter trois des espèces qui sont présentes au Québec et dans les Laurentides, ainsi que les espèces indigènes qui sont similaires. On va commencer par le fameux Myriophile aipi. Euh, le CRU, on a réalisé une vidéo sur l'identification du Myriophile aipi, puis c'est vraiment plus visuel que si j'essaie de vous l'expliquer, je pense, moi. Et ça va vous donner une petite pause là aussi de ma voix, donc je vous souhaite bon visionnement. Je reviens après là, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur l'espèce. Une plante aquatique est qualifiée d'exotique lorsqu'elle est présente dans un plan d'eau situé à l'extérieur de son aire de répartition naturelle. Elle devient envahissante si les conditions de son nouvel environnement sont propices. Une fois les plantes aquatiques exotiques envahissantes installées, il est difficile de limiter leur propagation. Le meilleur moyen pour lutter contre ces espèces est donc de prévenir leur introduction dans les lacs et cours d'eau. Si par malheur du myriophile à épi s'implante dans un lac, sa détection précoce permettra d'agir rapidement et augmentera les chances de limiter sa propagation. Les gens nomment parfois algues les végétaux dans les lacs, mais en général, ce qu'on y voit, ce sont des plantes aquatiques.
Dans les lacs, les algues sont microscopiques et parfois regroupées en amas comme les algues filamenteuses. Elles n'ont pas de racines ni de feuilles, ni de tiges contrairement aux plantes qui sont constituées de plusieurs structures différentes. Le myriophylle à épis est une plante aquatique submergée, ce qui signifie que la majeure partie de la plante se développe sous l'eau. Les fruits peuvent émerger, mais les racines sont ancrées au sédiment. Sachant cela, il est facile de le différencier des plantes émergentes, dont certaines parties poussent à l'extérieur de l'eau, des plantes à feuilles flottantes, qui sont enracinées au sédiment et dont les fleurs et les feuilles flottent à la surface, et des plantes flottantes, qui ne sont pas enracinées au substrat et circulent librement dans l'eau. Le myriophylle à épis a une longue tige avec des verticilles de feuilles. Les verticilles ont le plus souvent 4 feuilles et sont espacées d'au moins 1 cm. Chaque feuille est composée de 12 à 24 folioles. Les espèces de myriophylle indigènes peuvent avoir jusqu'à 14 folioles par feuille. À partir de 15 folioles, on est sûr que c'est du myriophylle à épis. Enfin, l'extrémité des feuilles est tronquée. Voici à quoi ressemble l'épi terminal, qui est un épi de fleurs. La façon la plus simple de distinguer le myriophylle à épis des espèces de myriophylle indigènes est de compter les folioles. Aussi, on peut regarder la distance entre les verticilles. Ceux des espèces de myriophylle indigènes sont beaucoup plus rapprochés que ceux du myriophylle à épis. D'autres plantes indigènes peuvent ressembler à du myriophylle sous l'eau. Voici les différences. Tout d'abord, notez l'emplacement de la plante avec un GPS si possible. Prendre ensuite une photo de la plante dans son environnement naturel. Attention aux reflets du soleil et aux ondulations de l'eau. La photo peut être prise à travers un aquascope pour les éviter. Prélevez un échantillon de la plante et nettoyez-le dans un peu d'eau pour enlever les algues et les sédiments qui le couvrent. Déposez ensuite cet échantillon dans un bac blanc avec de l'eau propre. Pour avoir une échelle de grandeur, il pourrait être pertinent d'ajouter un objet comme une règle. Prendre des photos rapprochées des structures distinctives. Afin de confirmer ou d'infirmer l'identification, transmettre l'information au service de l'environnement de la municipalité. Mise en garde. À part pour prendre un échantillon afin d'identifier la plante, il ne faut pas arracher celle-ci. Même si la plante en question se trouve à être du myriophylle à épis, le fait d'intervenir pourrait être plus dommageable qu'autrement. En effet, certaines plantes, comme le myriophylle à épis, se reproduisent par fragments. L'arracher sans récupérer tous les fragments produits peut aggraver la situation plutôt que l'améliorer. Nous espérons que cette vidéo vous aura donné envie de lutter contre le myriophylle à épis et vous aura surtout mieux outillé pour le détecter. Merci de faire votre part pour protéger les lacs. Alors, juste un petit complément d'information sur le myriophylle à épis avant de passer aux prochaines espèces. Cette plante-là se reproduit par fragmentation. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 1 centimètre de myriophylle à épis, puis ce petit fragment-là pourrait reproduire un nouveau plant. Alors, c'est pourquoi là, c'est quand même, il se propage très bien là, et, euh, et il faut faire attention à ça.
Je passe à la prochaine espèce, l'hydrocarite grenouillette. C'est une plante qui est non enracinée au substrat. Et moi, je trouve que la façon la plus facile de la reconnaître, c'est autre que ces petites fleurs que vous voyez là, c'est la forme de la feuille. La feuille est très, très arrondie. Même au niveau du sinus, c'est-à-dire la partie de la feuille qui re-rentre là, sur elle-même. Le sinus est très arrondi. Il n'y a pas du tout d'angle droit ou de pointu. Alors, moi, c'est comme ça que j'aime bien la décrire. Aussi, il y a des nervures concentriques. Vous voyez un petit peu là, sur mon image au centre, les nervures vont suivre la forme de la feuille. Les fleurs, c'est des petites fleurs blanches à 3 pétales avec un centre jaune. Le chiffre à retenir pour cette espèce-là, c'est les 3 pétales. Si on a plus de pétales, ben là, on enlève la possibilité que c'est de l'hydrocarite grenouillette. Les espèces indigènes similaires. Je vous en ai mis 4. Alors, la Brassénie de Schreiber, c'est une plante qui est très commune dans les lacs, là, je vous dirais comme le nymphéa et le nénuphar. La Brassénie, elle, va faire comme un ballon de football. Alors, il n'y a pas de sinus, c'est vraiment une feuille entière avec le pétiole qui est attaché au centre de la feuille. Aussi, cette espèce-là va avoir comme une texture en dessous des feuilles et sur la tige qu'on dit mucilagineuse. Alors, c'est comme très gluant. Pour la nymphéa, c'est une espèce qui est souvent appelée à tort nénuphar, mais c'est sa propre espèce, nymphéa. Elle va faire là, des belles fleurs blanches ou parfois rosées, qu'on pourrait dire une fleur de lotus un peu. Et la feuille est très ronde, hein, mais vous voyez le sinus, donc la partie qui est comme découpée, est très triangulaire. Moi, j'aime bien dire que cette espèce-là, la feuille ressemble à un Pac-Man, par exemple, ou si on avait pris une pointe dans une tarte. Les nénuphars, c'est eux qui vont faire là, les fleurs en boule jaune. Et la feuille, dans le fond, le sinus est arrondi, mais la feuille est allongée. Elle est plus allongée que l'hydrocarite grenouillette là, qui est en haut. Donc, au lieu d'être un rond comme plus parfait, là, on a vraiment plus une feuille qui est allongée. Et aussi, là, la taille des feuilles de nénuphar est un peu plus grande, je vous dirais, que celle de l'hydrocaride. Pour ce qui est de la faune nymphéa à feuilles cordées, une autre espèce qui est indigène, moi, je trouve que c'est celle qui lui ressemble peut-être le plus à l'hydrocaride, mais encore une fois, on a une forme un petit peu plus allongée, puis elle va faire des fleurs blanches aussi, mais à 5 pétales. Donc là, on voit, là, ce n'est pas de l'hydrocaride. La dernière espèce, en fait, de plante exotique envahissante que je vous présente, c'est la châtaigne d'eau. La châtaigne d'eau, c'est une plante extrêmement envahissante, mais heureusement pour nous, elle est seulement présente dans la rivière des Outaouais. Puis pour vous montrer comment elle est envahissante, là, cette plante-là va produire des noix. Chaque noix produit un plant. Un plant produit 15 rosettes. Et puis, par rosette, là, on a 15 noix. Donc, vous voyez là, le potentiel exponentiel de croissance. Et les noix là, sont viables dans l'environnement pendant 12 ans. Il n'y a aucune espèce là, indigène qui lui ressemble. Est assez facile à reconnaître. Il y a 2 types de feuilles. Le premier, c'est ce que vous voyez en haut, ce qui flotte là, à la surface dans ma deuxième photo aussi. Ce sont des feuilles un peu en forme triangulaire, dentées. Et l'autre, je trouve, truc caractéristique que seule elle possède, là, le pétiole. Le pétiole, c'est la partie qui attache la feuille à la plante. Le pétiole est muni un flotteur. C'est comme un renflement qui lui permet de flotter mieux. Et il y a un deuxième type de feuille là, sur ma photo, ça ressemble peut-être à des racines, mais c'est un deuxième type de feuille qui est comme euh, plus finement divisé. Ça ressemble à des plumes, en tout cas. Donc voilà pour la châtaigne. Là, je vous parle de plantes exotiques envahissantes.
Mais il faut pas penser que toutes les plantes sont mauvaises, hein. Les plantes indigènes là, jouent plusieurs rôles pour l'écosystème, pour l'équilibre de tout ça. Puis c'est important de le garder en tête, hein. Si jamais il y a trop de plantes dans un lac, c'est pas les plantes le problème, c'est seulement le symptôme qu'il y a trop de nutriments. Pour vous nommer un peu, les plantes aquatiques là, vont créer des habitats, par exemple, pour les poissons, amphibiens, etc., vont leur permettre de se nourrir, de s'abriter, de se reproduire. Les plantes vont protéger aussi les rives contre l'érosion, vont freiner l'action des vagues et vont filtrer les particules en suspension dans l'eau, ce qui va finir là, par accroître la transparence de celle-ci. Alors, plein de beaux rôles là, pour les lacs. Je vais maintenant présenter deux des espèces animales exotiques envahissantes là, qui sont présentes au Québec et dans les Laurentides. Le cladocère épineux, c'est un petit invertébré d'environ 1 centimètre de long. Il fait partie là, du zooplancton. Le zooplancton, c'est toute la communauté de petits organismes. Il y en a des micros aussi, micro-organismes là, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui servent entre autres là, de nourriture pour les poissons. Donc, le cladocère épineux, euh, il y a un avantage reproductif, là, c'est que, il n'y a pas besoin de faire de la reproduction sexuée. C'est-à-dire qu'une seule femelle pourrait coloniser un nouveau plan d'eau parce qu'elle peut pondre là, des œufs même si les œufs sont pas fécondés. Pour le reconnaître, il y a une longue queue droite avec 1 à 4 paires d'épines dessus. Il y a un seul gros œil noir, puis la femelle va avoir une poche en forme de ballon sur le dos qui contient ses œufs. Euh, Cette espèce-là là, peut avoir des répercussions négatives sur les stocks de poissons, par exemple, parce que les poissons aiment pas trop le manger et il va finir là, justement par prendre la place des espèces indigènes. Donc, pas mal toutes les espèces là, que je vous présente ont des rôles négatifs, justement, des impacts négatifs. Donc, souvent sur la chaîne alimentaire ou bien au niveau là, des espèces qui sont déjà indigènes, déjà présentes dans un plan d'eau, elles vont prendre la place de celle-ci. On savait que cette espèce est présente en Abitibi, au lac Témiscamingue, puis dernièrement, là, l'espèce a été aperçue dans le réservoir Basketon. Donc, ça se propage à l'intérieur des Laurentides, malheureusement. Pour ce qui est de la vivipare chinoise, c'est un gros escargot qui peut aller jusqu'à 7 centimètres. La couleur, ça va de vert olive à brun verdâtre, brun rouge. Moi, je l'ai vu très souvent plus brun foncé, quasiment noir. La hauteur et la largeur de la coquille est presque équivalente. Sa coquille est forme dans le fond 6 à 7 tours. Et il y a aussi un opercule. C'est la formation qui ferme la coquille, qui est très dure, puis ça protège dans le fond la vivipare là, de la prédation. La vivipare chinoise est présente dans plusieurs lacs des Laurentides, là, plusieurs lacs de Sainte-Anne-des-Lacs, entre autres plusieurs lacs pardon, dans la MRC d'Argenteuil. Alors voilà, il faut faire attention, il faut laver ses embarcations. Pour ce qui est du contrôle des EAE, je ne vais pas rentrer trop en profondeur dans le sujet parce que le Creux Laurentide, on n'est pas un expert en la matière. Il y a vraiment des organismes, des entreprises qui se connaissent beaucoup plus que nous, puis qui ont en charge là, ce dossier-là. Mais bon, avec l'information qu'on a recueillie depuis 30 ans, on a quand même une vision globale de tout ça. Tous les experts s'entendent pour dire que la prévention, c'est la meilleure solution. Il y a puis aussi pour vous démontrer là, ce que je veux dire par là, il y a une citation qui a été dite au Forum national sur les EAE en février dernier, qui disait que chaque dollar investi dans la prévention vaut 100 dollars d'intervention. Donc, tout ça pour dire que le contrôle coûte extrêmement cher. Ça requiert beaucoup de ressources, aussi humaines et organisationnelles, hein, que de l'argent.
Puis aussi, pour faire ça, ça prend des permis octroyés par le ministère de l'Environnement, des autorisations ministérielles. Il y a différentes méthodes et stratégies pour le contrôle. Par exemple, pour le myriaphile IP, au Québec, là, ce qu'on voit le plus souvent, c'est de l'arrachage avec des plongeurs pour aller enlever vraiment tout le système racinaire de la plante et s'assurer aussi de ne pas créer de fragments. Ou sinon du bâchage. On va venir mettre une grande bâche sur des herbiers qui sont monospécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'espèces indigènes à travers l'herbier. Euh, donc voilà. Euh, J'insiste là, sur le mot contrôle, hein. C'est rare, euh, presque impossible, qu'on va parler d'éradication parce que c'est extrêmement difficile à faire. Puis le but là, du contrôle, justement, ça le dit, c'est de venir contrôler l'espèce pour retrouver là, nous, nos usages. Pour toutes les espèces, on a beaucoup plus de chances d'avoir un bon résultat et que ça prenne moins de ressources si on veut contrôler quand la détection a été faite très rapidement. Alors, avant que l'espèce s'installe vraiment, là, quand on a, par exemple, juste quelques plantes de Myriaphile aipi, c'est vraiment l'idéal pour avoir un contrôle efficace. Puis, bon, dans certains cas, là, les experts vont dire que le mieux, ben, c'est de rien faire. On pourrait penser, si jamais il y a un lac où il y a du myriaphile, par exemple, qui est là depuis très longtemps, qui est bien mélangé avec les espèces indigènes, il est rendu qui fait comme partie de l'écosystème rendu là, ben, de venir faire du contrôle serait probablement plus dommageable, pardon, pour l'écosystème que de ne rien faire. Alors, ça peut être vraiment le verdict final, là. Les experts pourraient dire, ben, on fait rien. Pour ce qui est de la prévention, alors, je répète que la prévention, bien, c'est la meilleure solution. Le vecteur humain, c'est la principale source d'introduction de ces espèces-là par les embarcations nautiques majoritairement. Il peut y avoir là des introductions dues aux hydravions, par exemple, ou aux oiseaux aquatiques, mais on sait que le vecteur principal, c'est l'humain, puis on va se concentrer sur ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut agir, c'est-à-dire le lavage des embarcations. Les étapes sont simples. Inspecter, vider, laver, sécher. On a une autre vidéo là pour montrer, encore une fois, que ce soit un petit peu plus visuel, un petit peu plus dynamique, les différentes parties là, d'une embarcation à vérifier lorsqu'on lave. Je- je- j'ai avancé un petit peu la vidéo, alors je la pars là, pas du début, mais c'est pour éviter que ça se répète un petit peu trop avec ce que je viens de dire. Donc, bon visionnement. Comment nettoyer une embarcation et l'équipement nautique de manière efficace? De façon générale, il est important de suivre les 3 étapes suivantes. 1. Inspecter l'embarcation, tout équipement et matériel, afin de retirer entièrement la boue, les plantes aquatiques et les débris visibles. Il importe de les jeter dans un endroit qui évitera de les réintroduire dans le milieu naturel. 2. Vider toute eau se trouvant dans l'embarcation, par exemple dans les espaces de rangement d'un kayak et dans les glacières. 3. Nettoyer l'embarcation ainsi que tout équipement ayant été en contact avec l'eau. Il est recommandé d'utiliser une laveuse à pression pour permettre de bien déloger les organismes. De manière plus spécifique, il faut s'attarder, selon le type d'embarcation ou matériel, aux endroits plus susceptibles de loger les indésirables. Les endroits importants à vérifier sur une embarcation à moteur sont l'entièreté de la coque, le vivier, les amarres, l'ancre, les différentes parties du moteur et les ballasts. Les EAE peuvent aussi rester accrochés à la remorque. Assurez-vous de bien inspecter ces différentes parties, comme les essieux et l'appui. Sur un canot, il faut vérifier la coque, l'intérieur, les barres et le matériel, dont les pagaies. Sur un kayak, la coque, l'intérieur, le trou pour le matériel, la corde à l'avant et les pagaies sont à inspecter. Les endroits à vérifier sur une planche à pagaie sont la corde à l'avant, la pagaie, la laisse, l'aileron et la planche en soie. Tout autre matériel nautique, tel les lignes de pêche, les pantalons et les bottes imperméables, les épuisettes, sont aussi des éléments importants à inspecter.
Les stations de lavage du Québec, ainsi que plusieurs informations s'y rapportant, sont répertoriées sur le web. Pour y accéder, il suffit de vous rendre à l'adresse au bas de l'écran. Merci de participer à la protection des plans d'eau du Québec en freinant la propagation des espèces aquatiques envahissantes et en propageant plutôt les bonnes pratiques. Je fais un petit complément d'information au niveau de la prévention. Euh, Si on n'a pas accès à une station de lavage, on pourrait se demander là, comment on fait pour bien faire ça, laver à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer de ne pas réintroduire l'espèce. Alors, premièrement, il faut s'assurer d'être à au moins 30 mètres d'un plan d'eau. Puis les mêmes étapes s'appliquent. Alors, on va venir là, inspecter, retirer tout débris de l'embarcation. On va vider l'eau résiduelle là, dans les différents compartiments, puis on va venir laver. On n'a pas besoin de laver avec du savon, hein. L'idéal, c'est de l'eau chaude au-dessus de 60 degrés. Encore plus facile si on a une machine à pression, mais sinon, juste de l'eau courante, ça peut fonctionner aussi. Puis, on vient s'assurer là, que notre embarcation est propre et déjà là, on vient de faire une très bonne action. Chacun a sa part à jouer. Alors, les villégiateurs vont laver leur embarcation. Les riverains, là, si vous avez de la visite, par exemple, qui apportent des embarcations et qui veulent se mettre à l'eau à, à votre quai, on peut demander de laver celle-ci, hein. Ce serait important de s'assurer que, on n'introduit pas de cette façon-là. Les locataires, on peut venir sensibiliser nos locataires avec des petits pamphlets d'information, par exemple. Les associations de lacs, les bénévoles, on vient faire la patrouille du lac pour faire de la détection précoce. La ville, elle, la municipalité, ben, il y a plusieurs actions là, qui sont possibles. Euh, dans le fond, j'arrive à nous, là, les organismes comme nous, notre part, c'est d'outiller les acteurs. Alors, autant les associations de lacs, les municipalités, on est vraiment là, là pour accompagner puis donner nos conseils. Je finis avec les différents outils, les différentes ressources qui sont à votre disposition. Alors, le Creux Laurentide, on a un atlas des lacs. C'est une page web où chaque fiche, pardon, chaque lac a sa fiche avec des données, des rapports, des cartes, par exemple. Donc, tous les lacs où on a des données, euh, le lac a sa fiche sur l'Atlas. Sur la section documentation de notre site web, il y a des capsules, des fiches de vulgarisation sur la santé des lacs. Il y a différents dépliants, des panneaux de sensibilisation. On a aussi là, des outils qui sont complémentaires pour identifier les espèces. Donc, on a par exemple un guide là, d'identification des plantes aquatiques pour vous aider à différencier les différentes espèces. J'ai aussi mis le site web du réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère, où vous pourrez le trouver le protocole de détection des plantes exotiques envahissantes. Il y a aussi le répertoire des stations de lavage. Donc, comme vous venez de le voir dans le vidéo, là, euh, on peut y voir l'emplacement des différentes stations avec plusieurs informations les concernant, là, les heures d'ouverture, par exemple, le type de lavage, etc. Et pour finir, le répertoire d'outils sur les EAE du Regroupement national des creux. C'est tout nouveau, là, ça vient de sortir du four. Et vous pourrez là, y trouver tous les différents outils que les creux ont créés. Alors, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller voir ça. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite à écrire soit à moi ou bien à l'adresse info@commercialcreulaurentide.org pour avoir plus d'informations. On est vraiment là pour vous outiller, vous soutenir encore une fois. Puis j'espère que cette vidéo là vous a bien aidé ou bien renseigné sur les espèces aquatiques exotiques envahissantes.